Bonjour à tous, je suis Franck Liogier, je suis directeur marketing des formations Largus de l'assurance. Je suis accompagné de Keizan Shi qui va vous faire le webinaire sur le décryptage technique du machine learning. Euh, donc, juste quelques informations avant qu'on commence le webinaire. Euh, les questions, en fait, se feront à la fin. Donc, pour pas perturber la séance, du coup, le webinaire va se dérouler. Ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Et puis, je vais vous faire une toute petite introduction sur les formations de l'Argus de l'assurance parce que je ne sais pas si vous connaissez. En fait, nous proposons depuis plusieurs années des formations dans le domaine de l'assurance, donc dans le risk management, dans la finance, Solva, habilité, dans la réglementation, marché et distribution, dans le digital. Voilà, on a plusieurs rubriques. On a un catalogue de plus de 150 formations dans ce domaine de l'assurance de manière générale. 400 experts formateurs et on propose des formations intra en présentiel. Et puis, ces derniers temps, avec l'actualité du Covid et du confinement, nous avons développé, en fait, nous avons développé toutes nos formations en classe virtuelle, c'est-à-dire avec un formateur qui est à distance. Et puis, nous avons toute une gamme de e-learning également. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site internet des formations de l'Argus de l'assurance. À savoir que si votre entreprise a bénéficié du chômage partiel dernièrement, l'État en fait prend en charge 100% des formations que vous pourrez réaliser jusqu'au 31 décembre. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos ressources humaines ou de votre direction, puisqu'il y a un programme spécial en ce moment sur la prise en charge des formations pour toutes les entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel. Voilà, j'ai tout dit sur l'assurance. Je passe donc la parole à Kézanne pour son webinaire et je vous retrouve après pour la phase de questions-réponses. Merci Franck, bonjour à tous. Donc, je suis Kezanchi. Hop, je reviens là-dessus. Manager Data Scientist chez Capgemini Invent. Donc, bienvenue à ce troisième webinaire de la série des webinaires sur la data science en assurance. Cette fois-ci, on va entrer un peu dans le détail des techniques de machine learning utilisées dans les différents cas d'usage. Donc, je ne sais pas si vous avez participé au webinaire avant. On avait parlé des cas d'usage de façon générale en assurance pour le marketing, la souscription, la détection de fraude, etc. Une fois qu'on maîtrise la connaissance métier pour la mise en place, on va dire, des problématiques métiers, il faut passer maintenant à l'étape de la maîtrise technique. Donc, dans ce webinaire, je vais vous illustrer quelques exemples des notions de machine learning pour à la fois démystifier et vous donner quelques idées du fonctionnement d'un certain type d'algorithme. Donc, dans un premier temps, c'est la démystification du coup de machine learning avec quelques exemples introductifs. Ensuite, on verra les différents types d'algorithmes de machine learning. Comme ça, vous avez une vision globale de ce qu'on dit du coup à travers ce terme. Et puis en troisième partie, les algorithmes de classification, donc avec des intuitions sur, on va dire, le principe de fonctionnement de quelques algorithmes. Et puis, vous avez sans doute entendu parler du réseau de neurones. Donc, on va faire un focus, là aussi démystifier donc, ce que c'est qu'un réseau de neurones. Et puis, à la fin, on verra comment on peut appliquer ces algorithmes sur une problématique de classification qui est la prédiction de la gravité des sinistres. Du coup, dans un premier temps, les exemples introductifs. Alors, pour comprendre ce que c'est que le machine learning, il y a un exemple qui est très connu parmi les praticiens de machine learning, c'est la reconnaissance des objets ou de façon générale sur des images. Ici, donc, l'idée, c'est de reconnaître un chat. Si ce n'est pas du machine learning, qu'est-ce qu'on fait avant? Ce qu'on faisait avant et un peu à la main, vous allez voir du coup la différence entre ce qu'on appelle la programmation classique et les algorithmes de machine learning. Avec la programmation classique, l'idée c'est de définir, ici par exemple, si on veut reconnaître un chat, la forme du chat.
avec un visage, des oreilles, une queue, un corps, etc. Et ensuite, l'algorithme permet, en analysant les images, reconnaître les chats. Maintenant, le problème, évidemment, c'est que si le chat change de position, ça ne fonctionne plus. Et du coup, l'idée du machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre en compte un ensemble de données, du coup, ici, les images, un très grand nombre, pour ensuite que la machine puisse finalement elle-même trouver cette forme. Et en entrée, de la même façon, on met une image de chat, l'algorithme, du coup, lui-même reconnaît que c'est un chat. Donc, on n'a plus besoin de définir à la main les caractéristiques liées à cet algorithme de reconnaissance. Maintenant, à travers cet exemple, sans doute vous avez entendu parler, et même pour élargir un peu, la traduction des textes, le véhicule autonome, le chatbot, tous ces cas-là utilisent ce qu'on appelle le machine learning. Et à travers ces cas, encore une fois, modernes, on a quelques idées reçues, parce que là, je ne vous ai pas expliqué comment ça marche. Et donc, ça donne cette impression que d'abord, ça nécessite beaucoup, beaucoup de données. C'est des terras et des terras de données d'images en entrée pour qu'on puisse faire du machine learning. Et aussi, il y a cette notion un peu de boîte noire. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et la machine, du coup, avec les algorithmes très complexes, arrive à du coup réussir cette tâche. Ça donne l'impression, du coup, que les machines commencent à avoir des capacités cognitives. Et très souvent, d'ailleurs, la dernière fois, il y a une personne qui a posé une question sur la performance des algorithmes de machine learning. Ça donne aussi l'impression que, du coup, ce qu'on appelle du machine learning, c'est beaucoup plus performant que les modèles traditionnels. Par là, je veux dire, certains, ces algorithmes-là sont déjà utilisés depuis presque les années 60, voire avant, comme par exemple le GLM ou l'ACP que vous connaissez peut-être. Et du coup, l'idée, à travers des exemples suivants, c'est de vous montrer que ce n'est pas forcément vrai ce qu'on dit à travers, pour le machine learning, à travers ces cas qu'on connaît. Et justement, je donne un exemple un peu plus simple pour montrer du coup comment on arrive aussi à faire du machine learning là-dessus. C'est la prédiction de survie des passagers en Titanic. Par rapport à l'exemple précédent, la base de données que vous voyez ici est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, on pourrait faire un peu un brainstorming, c'est ce que j'ai fait pendant les formations, en demandant aux gens quelles sont les règles que vous pensez qui pourraient permettre de définir, du coup de prédire si un passager sur le Titanic va décéder ou survivre. Donc là, très souvent, les gens vont parler de la classe, de la situation de la cabine, si c'est proche des bateaux. Donc, je vous donne des exemples, hein, c'est des retours que j'ai eus. Certains ne pensent pas que ce soit forcément vrai, et d'autres considèrent que c'est plus vrai, selon, encore une fois, la perception de chacun. Et là, vous allez voir justement que la machine, finalement, c'est un peu comme les idées que tout le monde peut avoir, mais la machine est capable de les tester. Et du coup, avec aussi l'âge, les tranches d'âge et aussi le sexe. Et dans tout ça, donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est du coup plus important à mettre en place comme règle que d'autres? Et quels sont les ordres de règles à définir, puisqu'on a plein de critères? Et bien ça, c'est un type de machine learning qui pourrait nous donner une explication finalement un peu visuelle du fonctionnement de machine learning. C'est l'arbre de classification que vous voyez là. D'un côté, on a de bonnes intuitions par rapport aux règles qu'il faut définir. De l'autre, on ne sait pas comment exactement quantifier. Et bien finalement, le fonctionnement du machine learning, c'est ni plus ni moins ça, c'est-à-dire tester les règles avec toutes les valeurs possibles et nous donner à la fin un algorithme optimal que vous voyez là. Donc, il s'avère que selon les analyses sur les données passées, le critère le plus important, c'est le sexe. Donc ça, d'ailleurs, ça confirme ce qu'on dit. Si vous avez vu le film, on dit tout le temps, ladies first. Enfin, d'ailleurs, les femmes et les enfants d'abord. Donc, on parlait aussi des enfants. Mais vous voyez que ce n'est pas forcément vrai le critère âge si c'était du coup un homme. Il s'avère que si c'était un homme, on regardait d'abord la classe et ensuite l'âge, éventuellement, je vois partiellement, en fait, je ne sais pas si l'âge réapparaît à un moment donné. Et du coup, vous voyez,
c'est la machine qui nous donne cet ensemble de critères finalement bien sophistiqués, mais ce n'est que le reflet d'une certaine réalité, des patterns qui sont dans les données. Et si on essayait vraiment de chercher à comprendre, c'est pas si incompréhensible que ça. Mais évidemment, l'imprégnation de ces nombreuses règles fait que, au bout d'un moment, pour une décision à la fin prise, on ne sait pas exactement c'est-à-dire on n'arrive pas à clarifier exactement les règles qui ont été appliquées. Néanmoins, l'application de ces règles, c'est tout à fait, on va dire, logique par rapport aux données. Maintenant, on va voir un troisième exemple dans lequel on a uniquement 50 observations. La base de données est très classique, donc ce sont 3 espèces d'iris, et c'est une base de données qui est hyper connue donc, de tous ceux qui pratiquent le machine learning. On peut tester des petits exemples justement sur cette base de données qui est simple, et donc par rapport à certains qui croient que pour faire du machine learning, il faut beaucoup de données, et ben, ce n'est pas forcément vrai. Ici, c'est encore une fois un exemple académique qui comporte 50 observations sur lesquelles on peut tester un ensemble d'algorithmes pour voir leur performance, pour voir leur fonctionnement, etc. Et on a aussi uniquement 4 variables explicatives. D'ailleurs, souvent, moi, j'affiche vraiment les fleurs pour que vous voyez une réalité des données. Ce n'est pas juste des nombres comme ça. Ce sont des nombres qui sont collectés par des personnes et ça reflète une réalité. Et la visualisation ici nous permet finalement de voir que les 3 espèces, c'est presque bien distinct. On aurait pu faire une règle à la main. Eh bien oui, c'est ça. C'est que quand on n'a pas beaucoup de variables, on est capable de faire presque des règles à la main. Mais le problème survient évidemment, c'est quand il y a trop de règles et on ne sait plus comment définir. Et du coup, voilà, par rapport aux quelques caractéristiques et pour un peu démythifier le fonctionnement du machine learning, je dirais qu'il y a peut-être 2 points à retenir. C'est la complexité des règles ne doit pas conduire au fait qu'on croit que ça devient incompréhensible. Et aussi, quand on ne peut plus visualiser du coup de façon assez simple et intuitive les données, c'est parce qu'on a beaucoup de dimensions. Néanmoins, les règles et le principe est le même, quel que soit le nombre de dimensions. Mais simplement, quand le nombre de dimensions est élevé, on n'arrive plus à visualiser. Et puis, du coup, pour comparer la programmation traditionnelle et le machine learning, on peut sans doute comparer de cette façon-là. D'un côté, la programmation traditionnelle, on va prendre en compte les données, on construit le programme à la main, et puis il y a l'ordinateur qui va faire les calculs pour nous donner un résultat. Ça. Donc, c'est vrai pour tout ce que vous voyez avant. Pour le chat, pour reconnaître l'espèce d'iris et tout, on peut le faire à la main. Mais si on utilise du machine learning, ça va nous permettre d'augmenter la performance parce que, dans un premier temps, la machine va prendre en compte en entrée du coup les données et les résultats attendus pour pouvoir construire un algorithme qui n'est pas finalement, en tout cas très compliqué à construire à la main puisque des règles, potentiellement, il y a des millions de règles. Donc, on ne peut pas coder des millions de règles à la main. Mais finalement, c'est tout simplement l'ordinateur qui nous sort les millions de règles. Et ensuite, avec les nouvelles observations, on fait la même chose en appliquant ces millions de règles pour prédire le résultat. Donc voilà une comparaison entre les 2 approches. Maintenant, concernant le type de machine learning, jusqu'à maintenant, finalement, ce qu'on a vu, c'était du supervisé, dans le sens où on a toujours une réponse par rapport à ce qu'on veut prédire. C'est du supervisé, donc on a des données qui sont labellisées reconnaissance de chat. Donc en entrée, il faut qu'on sache sur quelle image il y a des chats ou pas. Quand on parle de détection de spam, il faut avoir aussi une base de données où on sait que certains types de mails sont des spams. Et après, il y a ce qu'on appelle du non supervisé. Et là, on n'a pas forcément des catégories. Donc typiquement, c'est vrai pour la segmentation client, parce qu'a priori, on ne définit pas de catégorie de clients. Grâce à une exploration, à une analyse des données qui ne sont pas labellisées, on arrive du coup à regrouper d'une certaine façon les clients pour créer du coup une segmentation.
Et puis le troisième type, en assurance, pour l'instant, je ne vois pas encore une application directe, mais c'est dans le développement du machine learning moderne, c'est évidemment hyper important. Et ce qui est utilisé aujourd'hui, dans le domaine qui est utilisé aujourd'hui, c'est beaucoup les jeux vidéo. Donc d'ailleurs, le jeu de Go que vous connaissez, maintenant, la machine arrive à battre facilement, du coup, maintenant, les humains. Donc c'est de l'apprentissage par renforcement. Et puis un petit exemple que vous voyez, un jeu de Atari. Pour aller un peu plus dans le détail pour l'apprentissage supervisé, ce qu'on dit, c'est, du coup, c'est vrai encore une fois pour les trois exemples qu'on a vus, c'est que on dispose d'une base de données avec les variables explicatives et on a toujours une variable cible. Et l'algorithme va apprendre du coup les patterns entre les variables explicatives et la variable cible. Et puis pour une nouvelle observation, l'algorithme va prédire donc la valeur de cette variable cible. Non supervisé, du coup, la différence c'est qu'on n'a plus de variable cible et l'algorithme va regrouper des observations selon un critère du coup qu'on définit à travers les algorithmes non supervisés. Et pour les algorithmes supervisés, si la variable cible est catégorique, dans ce cas-là, on dit que ce sont des algorithmes de classification. Et si la variable est continue, dans ce cas-là, on dit que c'est une régression. Donc voilà quelques exemples par rapport à ces deux sous-catégories d'algorithmes supervisés. Classification, donc ce qu'il disait par rapport aux détections de spam, par exemple, et régression, donc le prix immobilier, par exemple, l'estimation du prix immobilier en fonction de plein de caractéristiques de l'appartement ou de la maison. Puisque le prix, c'est une variable continue, donc on dit que ce sont des algorithmes de régression qui vont faire partie de cette catégorie-là. Justement, on va faire un focus maintenant sur tous les algorithmes quelques principes d'algorithmes de classification. Pour mieux comprendre plus intuitivement et plus facilement les principes que je vous présentais, on va simplifier. Si on simplifie le nombre de dimensions, ça ne veut pas dire qu'on simplifie l'algorithme, mais c'est tout simplement pour une meilleure compréhension. Voilà. Donc, les principes, encore une fois, restent vrais. Et même, du coup, on peut prendre, pour que ce soit bien visuel, deux variables explicatives, ici x et y, ou simplement une seule variable x. Donc, selon les principes, parfois, c'est plus ou moins visuel dans l'un ou l'autre cas. Et du coup, le principe de classification, c'est tout simplement de dire que s'il y a une nouvelle observation qui arrive en prenant du coup la valeur x, y, et on doit prédire, on doit estimer la couleur de ce point. Et donc, ça peut vous paraître peut-être un peu abstrait, mais dans tous les problèmes précédents, ça se résume à ça. Même le problème, on va dire, de reconnaissance de chats, finalement, on a des chats d'un côté, des chats de l'autre, et ensuite, il y a une nouvelle, enfin, du coup, les non-chats de l'autre, et puis il y a une image qui arrive nouvelle, et l'idée, c'est du coup d'utiliser des algorithmes pour savoir s'il y a un chat dessus ou pas. Le premier principe, c'est un principe qu'on peut dire qui est d'analyser les voisins. Donc, du coup, dans le cas où on a une seule dimension, les calculs sont très, très simples. On peut faire à la main, même à travers Excel, et ça se fait très facilement. L'idée, c'est de dire que sur la base d'apprentissage, on a à la fois les valeurs de x et les valeurs de y, qui est, encore une fois, la couleur, qui est ici représentée par 0,1. Et s'il y a une nouvelle valeur x ici, par exemple x égale à 3 qui arrive, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement la différence et ensuite on prend la valeur absolue et on regarde les points les plus proches. Donc, finalement, sur un graphique comme ça, pour chaque point, donc vous allez voir les valeurs des points les plus proches. Et là, on regarde donc les classes. Par exemple, pour la valeur x égale à 3, on a 2 observations de classe 1, 3 observations de classe 0. Dans ce cas-là, on peut prédire avec 60% de chance que c'est un point de classe 0.
Et puis, on peut répéter cette même opération qui est très simple sur un ensemble de variables pour créer cette animation, du coup, pour que vous voyez un peu les probabilités pour chaque point donné. Et par ailleurs, on peut aussi voir là où ça fait 50%, et comme les données ici sont linéairement séparables, le point ici, du coup, à 50%, nous donne en quelque sorte la valeur qui permet de séparer les deux classes, oui, les deux classes. Et pour la dimension 2, c'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, pour cet algorithme, c'est vrai pour finalement, quel que soit le nombre de dimensions, il suffit de calculer du coup une distance. Et en dimension 1, c'était tout simplement la différence. On faisait tout simplement la différence et on prenait l'absolu. Et ici, on peut choisir, par exemple, en dimension 2, tout simplement la distance euclidienne. Et donc, on calcule. Donc, du coup, là aussi, ça se voit très simplement. Pour ce nouveau point, on regarde les 5 les plus proches et on regarde de la même façon la couleur et ensuite on prédit la proportion, avec la proportion. Et une fois que l'algorithme est clair, du coup, on peut tracer sur ce plan-là, pour chaque point donné, du coup, la couleur pour représenter à la fois la classe et aussi le niveau de transparence pour représenter la probabilité. Donc, on voit que de ce côté-là, on est pratiquement sûr que c'est rouge, ce qui se comprend tout à fait bien. Et de ce côté, de façon presque sûre que c'est bleu. Et puis, on a une frontière ici où on n'est pas certain de notre choix. Du coup, on peut quantifier avec la probabilité qui est ainsi calculée. Deuxième principe, lisser une droite. On va revenir en dimension 1. On a des points bleus ici, rouge là, on peut tracer une droite. Sauf que ce n'est pas forcément optimal parce que la valeur en faisant la droite va dépasser 1 ou ça va être inférieur à 0. Et l'idée, c'est tout simplement de faire quelque chose de cette façon-là, une courbe en S. Et du coup, cette courbe pourrait représenter justement la probabilité qu'un nouveau point, justement, appartienne à la classe bleue. Donc, vous voyez, si on prend là, donc, on a une forte probabilité que ce soit bleu. Et ici, on a une faible probabilité que ce soit bleu et du coup, une forte probabilité que ce soit rouge. On fait 1 moins la probabilité qui est calculée ici. Et cette courbe-là, comment on fait? On fait tout simplement avec cette formule-là. Donc, on pourrait tester pour voir un peu comment ça se modifie cette courbe en fonction des paramètres. Mais de la même manière que pour la droite, si vous vous souvenez des petits cours sur la régression linéaire que vous avez sans doute eu avant, sinon ça se comprend parfaitement bien avec les coefficients AB, avec A qui représente finalement la pente à la droite et B l'intersection. L'intersection avec l'axe Y. Et donc ici, on a toujours deux paramètres, sauf que on va obtenir une courbe, encore une fois, en S, qui nous permet du coup de mieux représenter la probabilité. Maintenant, sans entrer plus dans le détail, l'idée c'est de déterminer les paramètres A et B. Et pour ce faire, on va utiliser la méthode de maximum de vraisemblance. Et à travers ce mot-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout simplement que pour la probabilité, on essaye de maximiser, c'est-à-dire que si la courbe est un peu à droite, donc je vais vous montrer là, on aurait beaucoup de prédictions pour la courbe, pour les points bleus, et pour les rouges, on va aussi dire que c'est bleu, donc ce n'est pas optimal. Et l'idée ici, avec les bâtons ici, qui représentent encore une fois la probabilité pour chaque point ici bleu, du coup la valeur représente la probabilité de ce point-là d'être bleu, et ce bâton-là représente la probabilité pour ce point rouge d'être rouge. Et l'idée, c'est d'optimiser, donc maximiser le produit de ces probabilités. Et quand on fait le produit, on n'arrive pas très bien mathématiquement à trouver une méthode pour maximiser le produit. Et l'idée, c'est de passer à la somme en faisant tout simplement la log. Et en faisant la log, en mathématiques, très souvent, on a envie de dire minimiser, et donc on fait le moins devant, et ça nous donne les bâtons qui sont ici. Et l'idée, du coup, c'est visuellement, c'est de minimiser la somme de l'ensemble des bâtons que vous voyez.
Et 3 cas, par exemple, comme je disais, si la courbe est un peu trop à gauche, on a trop de bâtons rouges. À l'inverse, si la courbe est trop à droite, on a trop de bâtons bleus. Et ici, c'est le cas du coup optimal. Donc du coup, pour obtenir la solution optimale, il y a un peu de programmation à faire. C'est une méthode qu'on appelle gradient descendant. Et là, c'était en dimension 1. Et pour la dimension 2, bah, le principe reste exactement le même. Et au lieu d'avoir une courbe lissée, on a ici une surface lissée. Et derrière ce principe, on a exactement la régression logistique. Sans doute, ceux qui ont suivi un peu de cours de statistique, vous connaissez certainement ce principe-là. Et puis le troisième principe, c'est d'examiner les zones frontalières. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus pour avoir un peu plus de temps sur le réseau de neurones. Et donc, l'idée ici, rapidement, c'est de dire que on peut examiner directement peut-être la frontière, parce que tout à l'heure, on parlait de la frontière. Finalement, pour prendre une décision intuitivement, ce qui est important, c'est d'analyser les frontières, parce que de toute façon, quand c'est à gauche, ici, c'est rouge, on est presque certain. À droite, là, c'est presque bleu, on est presque certain. Là où on n'est pas sûr, c'est la frontière. Et du coup, au lieu de chercher à examiner tous les points, eh ben, on peut tout simplement, de façon intuitive, encore une fois, examiner uniquement ce qui se passe à la frontière. Et là aussi, de façon très simple, si la frontière est large, on peut prendre le milieu, on se dit, c'est notre valeur qui nous permet de séparer les deux classes. Et la question qui peut justement se poser, c'est quand il y a un point en anomalie de cette façon, et ben mathématiquement, on va plutôt prendre la même frontière qu'avant, mais de pénaliser ce point. Ça, c'est là en dimension 1. Là où la question peut légèrement se compliquer, c'est quand ça devient la dimension 2. Et quand on a deux variables, tout à l'heure, on pouvait presque résoudre à la main, en prenant le maximum des rouges et le minimum des bleus pour dire que ça y est, j'ai trouvé ma marge pour la frontière. Mais quand c'est en dimension 2, eh ben, cette frontière-là n'est plus aussi simple à construire. Et du coup, il faut se munir des outils assez simples, hein, mathématiques, qu'on appelle du coup la construction d'un hyperplan qui sera optimisé avec des contraintes. Et puis le quatrième principe, c'est la distribution. Donc là, on revient sur la notion d'examiner finalement l'ensemble des points, mais contrairement à ce qu'on faisait tout à l'heure avec Cummings, qui examine l'ensemble des points, eh ben, on va représenter, on va modéliser ce qu'on appelle du coup de créer un modèle qui représente ici, avec une distribution, la répartition du coup des points. Donc ici, la distribution rouge, c'est une distribution normale. Donc on fait cette hypothèse de représenter la distribution de façon gaussienne, du coup, pour les points rouges et bleus. Et une fois que c'est fait, on revient finalement à cette notion un peu de distance. Du coup, pour une nouvelle valeur qui serait ici, eh ben, la valeur que donnerait la distribution rouge nous donnerait en quelque sorte cette notion de distance, d'être proche ou pas de la classe rouge. Et là encore, qui est représentée uniquement par deux paramètres, qui est la moyenne et l'écart type. Et qui est, je ne sais pas si vous voyez la puissance d'un modèle, hein, c'est que là, on n'a plus besoin d'avoir des millions de points en amont, mais en faisant un calcul, on simplifie. Évidemment, quand on simplifie, c'est qu'on perd de l'information. Donc, justement, il y a toujours un juste milieu à trouver. Et du coup, pour un nouveau point qui est là, on peut du coup avoir cette notion, quand je dis distance, finalement, c'est le côté, comment je suis proche, quoi. Et du coup, ici, plus c'est petit, finalement, moins c'est proche, et plus c'est grand, plus c'est proche. Et donc, on peut tout simplement ici faire un rapport pour chaque point entre la densité donnée par la courbe rouge et la densité par la courbe bleue. Celui qui est plus grand nous donne du coup la décision par rapport à l'appartenance de ce nouveau point vis-à-vis des deux classes. Et puis le cinquième principe, diviser pour mieux régner. L'idée, c'est pour chaque valeur ici, deux points d'ailleurs, on fasse une séparation des points en deux. Et puis pour les deux proportions, on calcule
un coefficient qui nous permet de représenter l'homogénéité du coup de ce split. Et plus c'est homogène, mieux c'est, évidemment. Et du coup, ici, la métrique représente le niveau d'homogénéité. Plus c'est petit, mieux c'est. Et du coup, pour le minimum, on retrouve ce point qui serait considéré comme le point qui nous permet de séparer les deux classes. Quand on dit séparer, évidemment, c'est presque séparé. Séparé avec, évidemment, avec la meilleure manière qui sera définie avec le principe de cet algorithme qui considère quelle est cette façon optimale. Après avoir vu ces principe d'algorithme qui nous permet de comprendre le fonctionnement dans un cas des données linéairement séparables, on va parler du réseau de neurones et vous allez retrouver justement un des algorithmes qu'on a vu auparavant. Et pourquoi justement on utilise un réseau de neurones? On va l'expliciter dans un premier temps et puis on va voir comment on construit un réseau de neurones avec la régression logistique et ensuite visualiser les transformations des couches un peu cachées du réseau de neurones. Alors, pourquoi on construit des algorithmes plus complexes par rapport à ce qu'on a vu avant? Je n'ai pas forcément du coup dit dans quel cas ça ne fonctionne plus. Et dans un cas assez simple, pour les différents algorithmes qu'on a vus, il y en a plein qui ne fonctionnent plus. C'est le cas où les données ne sont plus linéairement séparables. C'est comme par exemple le cas ici. C'est-à-dire que les points rouges sont de part et d'autre, et au milieu, il y a des points bleus. Et si on fait une régression logistique de façon simple, comme on a vu avant, eh ben, c'est ça le résultat. Donc, vous voyez que ce n'est pas optimal. Le résultat va dire que tous les points sont rouges. Donc, évidemment, ce n'est pas très optimal. Et pour faire mieux, on peut transformer ce qu'on a vu avant de façon, on va dire, légère pour pouvoir faire en sorte que ces algorithmes nous donnent quand même de bons résultats. Et évidemment, il y a le réseau de neurones. Et pour l'expliquer, on va aborder l'approche de cette façon. Au lieu de faire une seule régression logistique, encore une fois avec la formule que vous voyez là, avec le moins qu'on peut mettre, mais j'ai pas mis, il suffit de changer finalement le signe des coefficients. On peut avoir du coup cette régression logistique construite d'une certaine façon, et puis celle-là. Et là, vous voyez que intuitivement, on a deux valeurs séparatrices, et les deux valeurs séparatrices seront prises en compte, non pas par une, mais deux régressions logiques. Et une fois que c'est fait, on peut mettre les deux dans une nouvelle régression logistique. Et à la fin, on obtient, certes, cette fonction un peu complexe comme ça. À la fin, le résultat est bon, dans le sens où, pour ce cas où on a uniquement deux valeurs séparatrices, qui pourraient nous permettre de séparer les points bleus d'un côté et rouges de l'autre, eh ben, on arrive à faire en sorte que, en faisant cette fonction complexe, qui est encore une fois, je ne sais pas si vous avez fait attention, hein, qui est la combinaison de trois régressions logiques. On fait d'abord les deux d'un côté pour séparer, pour trouver finalement les deux séparateurs, et après, on met les deux dans une autre fonction, régression logistique. Et ben, on arrive à construire du coup l'output qui nous permet de séparer les deux, en prenant en compte les deux valeurs séparatrices. Vous voyez là, c'est la courbe en cloche à la fin, du coup la courbe noire qui est notre output. Et bien justement, si on repart de cette fonction finale qui est un peu complexe, de réarranger autrement. Donc déjà, voilà, on va dire que c'est H1. H1, c'est cette fonction-là, H2. Et output, donc c'est encore une fois, c'est la même régression logistique, mais à deux entrées, évidemment. Et puis, on va réarranger un peu autrement avec X qui est là. X va entrer dans une régression logistique d'un côté, et puis dans une autre, de l'autre côté, un peu en bas. Et à la fin, on recombine. Et puis, on peut mieux représenter avec, par exemple, le biais qui est le coefficient B ici pour mieux représenter. Donc, on voit ici les liens peuvent représenter un peu les coefficients. Donc, du coup, le X qui est utilisé par les deux régressions logiques, bah, devant X, on a des coefficients A1, A2. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de coefficients. Il y en a 7 en tout. Et du coup, pour l'output qu'on a finalement trouvé, hein, c'est la résolution de ces 7 coefficients. Donc, trouver les 7 coefficients les plus optimaux pour notre
pour notre classifieur final. Et on peut mieux arranger. Finalement, l'idée, c'est de splitter toujours pour mieux visualiser en fait les calculs qui sont réalisés. Et bien, ce faisant, je ne sais pas si vous commencez à voir du coup le réseau de neurones apparaître. Et ben, on arrive à avoir donc le réseau de neurones avec ce qu'on appelle ici la somme tout simplement des valeurs pondérées. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle la fonction d'activation ici, qui est finalement une régression logique tout simplement, ou la fonction sigmoïde. Et on peut encore mieux représenter pour, voilà, maintenant on peut parler du coup des poids synaptiques, on peut parler des neurones, voilà, j'ai fait évidemment exprès de mettre en rond, comme ça ressemble plus à des neurones, parce que c'est plus rond que carré. Et au final, je remets du coup l'image en carré parce que ça tient mieux les formules. Donc finalement, maintenant, vous voyez, j'espère, comment un simple réseau de neurones est né grâce à ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire une régression logistique. Et pour mieux visualiser, on peut voir ici ce réseau de neurones qui est le résultat d'un algorithme, qui est d'ailleurs une représentation graphique proposée par le package dans R. Et quand on a deux variables, donc ici on a deux variables x et y avec des données qui ne sont pas linéairement séparables, donc du coup en entrée du réseau de neurones, au lieu d'avoir tout à l'heure un seul x, on a x et y tout simplement. Et du coup graphiquement, finalement, vous voyez beaucoup mieux, parce que si on devait écrire la fonction à la fin finale, bah, ce serait trop complexe à avoir. Finalement, pour moi, le réseau de neurones, c'est une meilleure représentation visuelle d'une fonction complexe, quoi. Avec, là encore, les coefficients qui sont représentés par si on peut dire, synapses. Mais vous voyez, on a beaucoup d'imagination pour du coup, finalement, exprimer les coefficients dont on a envie de parler. Et puis, en entrée, donc c'est ça, à la fin, vous voyez le résultat de la classification. Alors, je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais passer plus vite. Et l'idée, c'est de visualiser un peu tout ce que fait ces neurones pour dire que ce n'est rien de compliqué, si ce n'est encore une fois que des régressions logiques appliquées sur des variables en entrée. Et du coup, quand on a des variables en entrée qui sont les variables d'origine, eh ben, on peut faire la surface comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et quand on a un neurone qui est final, qui prend en compte des neurones intermédiaires, ben, il faut d'abord calculer les résultats des neurones intermédiaires pour représenter donc le neurone final, encore une fois, qui prend en entrée les données qui ont été transformées. Donc là, vous voyez que sur ces deux neurones-là, les valeurs, ça va de 0 à 1. Alors que ici, X, bon, c'est les données d'origine. Et puis, si on prend l'ensemble de ce réseau de neurones, et on a du coup cette surface qui est représentée de cette façon-là. On retrouve un peu la même logique qu'il y avait, encore une fois, pour la dimension 1. Et puis, pour une autre base de données ici, qui est un peu plus complexe encore, parce que maintenant, il est nécessaire d'avoir non pas 2 régressions logiques intermédiaires, mais 3, du coup finalement 3 neurones intermédiaires pour pouvoir faire la classification. Et ici, je représente donc le neurone final qui prend en compte 3 entrées qui sont des 3 neurones intermédiaires. Et du coup, la régression logistique prend en entrée 3 dimensions. Donc du coup, 3 dimensions, ça fait l'espace. Et pour chaque point de l'espace, enfin chaque point, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les points, ça va à chaque fois de 0 à 1. Et donc, dans ce cube unitaire, on peut représenter un peu ce que fait le neurone final. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce que fait le réseau de neurones, on dit tout ce que fait, j'ai simplifié peut-être un peu, c'est de faire en sorte de transformer les données par des couches intermédiaires de neurones pour qu'à la fin, les données puissent, à la fin, vous voyez, être finalement linéairement séparables. Là, vous voyez que les données sont linéairement séparables dans cet espace. Et puis, quand c'est linéairement séparable, il suffit de faire une régression logique. C'est pour ça que les régressions logiques fonctionnent à la fin.
parce que les données, après plusieurs transformations, deviennent linéairement séparables, alors qu'au début, ce n'est pas le cas. Voilà donc les différents algorithmes. Maintenant, la compréhension, je pense que c'est important de l'avoir vis-à-vis de ces algorithmes pour se dire que ce n'est pas forcément très compliqué. Et ensuite, après avoir compris du coup tous ces algorithmes, on va travailler sur des vrais cas. Quand je dis vrais cas, donc on aura des données beaucoup plus complexes, on aura beaucoup plus de variables. Ici, on ne va pas tester sur trop pour voir les effets de façon plus immédiate des algorithmes sur les différentes variables. Donc l'idée ici, c'est un cas simple de prédiction de la gravité des sinistres avec quelques variables que vous voyez là. Donc ça, c'est le résultat du coup de la régression logistique. Donc malgré sa simplicité, ça peut très bien fonctionner. Avec, je ne sais pas si vous connaissez du coup le programme R et tout ça, on doit maintenant simplement interpréter, donc après avoir appliqué l'algorithme du coup de GLM avec donc du coup GLM c'est le modèle linéaire généralisé. Du coup vous voyez que ça fait toujours partie des modèles linéaires puisque on essaye on va dire d'appliquer une transformation sur la droite comme je disais. Et puis on doit analyser du coup les résultats pour interpréter la pertinence de l'algorithme. Du coup, pour chaque algorithme, la représentation finale des résultats est différente parce que le principe est différent. Et comme par exemple pour un arbre de classification, on retrouve donc celui qu'on a vu sur le Titanic. Et du coup, pour certains, ça peut être beaucoup plus voilà, facile à interpréter avec cet arbre-là. Et du coup, quand on fait un arbre de classification, on voit une problématique classique émerger pour tous les algorithmes, enfin pour plein d'algorithmes de machine learning, c'est pour cet arbre-là, c'est jusqu'où on va. Je vous donne deux exemples. Donc, soit on peut aller très très loin, donc un très très grand arbre, soit on peut s'arrêter très vite. Et donc, du coup, la problématique de la construction d'algorithmes consiste finalement à savoir jusqu'où on va. Donc ça, c'est un exemple pour les arbres de décision. Pour la régression qu'on vient de voir, ce n'est pas forcément le cas, en tout cas de la même manière. Donc, du coup, la compréhension, encore une fois, des algorithmes est importante. Et on peut appliquer donc le réseau de neurones. Comme vous voyez, on a beaucoup plus de neurones là. Et puis à la fin, on compare les différents algorithmes avec une métrique d'évaluation qu'on choisit. Et ici, pour ne pas entrer dans le détail, il choisit ce qu'on appelle la justesse ou accuracy en anglais pour comparer les différents algorithmes. On ne les a pas tous vus, mais l'idée, c'est de dire qu'une fois que la problématique est bien définie, on peut appliquer un ensemble d'algorithmes nécessitant, dans certains cas, évidemment, de transformer un tout petit peu des variables pour pouvoir comparer. Et donc ça, c'est un peu on va dire, la démarche du machine learning moderne, c'est définir la problématique, appliquer un ensemble d'algorithmes après avoir fait les nettoyages nécessaires pour pouvoir à la fin sortir les performances liées associées à chaque algorithme et on essaie du coup de choisir l'algorithme final pour la mise en production. Donc, et ici, je rajoute voilà, des algorithmes un peu plus ensemblistes avec Random Forest et tout ça. Donc, ce sont des algorithmes voilà, qui vont en sortie donner beaucoup plus de règles parce qu'on fait beaucoup plus finalement de simulations, mais très souvent, ça nous donne de meilleures performances. Voilà, donc grâce à ce webinaire, j'espère que maintenant vous avez une meilleure idée du fonctionnement des algorithmes et de son application dans des cas réels, au moins de la démarche. Maintenant, Merci je vous beaucoup, laisse Kizan. me poser des questions. Oui, merci Vous avez Franck. une petite, vous avez une petite fenêtre question si vous souhaitez poser des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais n'hésitez pas à écrire votre question. On va attendre une minute le temps que vous écriviez votre question. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les formations de l'Argus de l'assurance, dont celle animée par Kezan Shi, du coup,
sur le site formation.argusdelassurance.com ou alors vous nous contactez directement par téléphone ou par email. Toujours pas de questions, on va attendre encore 30 secondes. Je vous rappelle que si du coup votre entreprise a bénéficié du chômage partiel, l'État prend 100% en charge les frais de formation, donc n'hésitez pas à aller voir les formations qui vous intéressent rapidement puisqu'il faut faire la demande avant le 31 mai de cette année pour pouvoir être pris en charge. Pas de questions, donc du coup je vous remercie Kézanne pour ce webinaire et on vous Je retrouve remercie aussi. le 26 mai pour le webinaire sur la data science et le marketing. Merci de votre Je vous souhaite une participation. bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.